Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast censé les marines, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Autour de la table avec moi pour cette émission, il est capable d'enflammer les tweetos scannés en prenant leur défense et dire ce qui va se passer quand il va défendre les Ajacciens. Notre capitaine Romain est fidèle au poste une fois de plus. Salut Romain. Salut, bonjour tout le monde. Ne vous fiez pas à sa voix calme, elle ne cache que le tranchant de ses habits et la précision de ses stats. Florian est également des nôtres. Salut Florian. Salut à tous. Au sommaire ce soir, aux Canaries bien cuits, retour sur Hack Quevilly, pouce en l'air aux costières, débrief de Nîmes Hack et activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes saison 2, c'est parti et tout de suite, jingle Quevilly. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Cui. Derby de la classe entre deux gentlemen entraîneurs, Paul Le Guen d'un côté, Bruno Irles de l'autre, deux entraîneurs qui ont une réputation derrière eux. On espérait voir un beau match et est-ce que les ambitions des visiteurs allaient se clasher sur la jeune garde havraise? Florian, analysons avec toi, comme à chaque fois, le 11 de départ et on retrouve cette fois-ci toujours notre totem d'immunité, Jean-Pascal Fontaine, seul remplacement vraiment notable. On voit Nabil Alioui aussi qui revient dans le 11 de départ et Quentin Cornet qui avait fait 2 bons matchs, donc bien évidemment il retourne sur le banc de touche parce qu'il faut pas nous donner trop de bonheur. Et Abdoulaba, meneur de jeu, ça c'était sympathique. Qu'est-ce que tu as pensé de cette composition d'équipe? Pour tout d'abord la défense qui ne bouge pas, même si Nolan Mbemba, on a vu qu'il avait quelques difficultés sur son côté. Polo a décidé de pas trop changer ça, ce qu'on peut lui accorder parce que pour l'instant c'est assez solide. Un milieu de terrain, j'ai envie de dire classique, Fontaine, Leclerc, Richardson. Je pense qu'il a envie de faire permuter Alioui et Cornet parce qu'ils apportent chacun différentes choses. Cornet est en ce moment très décisif, surtout sur coup de pied arrêté. Alioui, c'est plus dans le tranchant de ses attaques. Donc, je peux comprendre qu'il fasse tourner entre les deux. Ma grosse surprise, c'est Abdoulaba. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit là. Je m'attendais à une attaque l'autre bas avec Thierry. Pourquoi pas? Il a été bon sur certains matchs. Un bon petit jeune. On s'est dit que contre une équipe contre Quevilly qui normalement aurait pu peut-être jouer défensif, ça aurait pu être un dynamiteur avec Alioui sur les côtés pour servir notre nouvelle recrue dans l'axe. Romain, avec le retour aussi de Amir Richardson après son escapade voiturienne, on a vu une équipe qui se présentait avec des ambitions face à QRM parce que les deux équipes étaient au coude à coude avant la rencontre et c'était peut-être le moment de marquer un peu le territoire. Oui. Après, si on revient un peu sur la compo, quand je l'ai vu, il y a certains choix que j'ai pas compris, mais au final, c'est un match en plein milieu de semaine, au milieu de plein d'autres matchs. Donc, je pense plutôt que Paul Le Guen, il a fait tourner. C'est vrai que j'étais un peu déçu de pas avoir Cornet, surtout après les 2 coups francs qu'il nous a sortis. Mais avec le recul, je l'ai compris en fait finalement, et il a juste fait tourner son effectif. C'est pas problématique, mais ce qui est, comme il veut conserver la paire Leclerc-Richardson et surtout Richardson qui revenait et qui apporte énormément. C'est vrai que s'il veut mettre un meneur de jeu, Bonnet, il est obligé de finalement jouer avec un seul attaquant. Parce que s'il veut 2 attaquants et garder le cas Richardson, fait l'impasse sur un numéro 10 et sur le meneur. Donc, on a 2 possibilités de formation. Il a choisi celle-ci pour QRM aussi parce que c'est un match en plein milieu de semaine, là, et j'étais déçu de pas voir Cornet, mais ça se comprend. J'étais content de voir le petit Abdoulaba. On va pas parler de Jean-Pascal Fontaine, on aura aussi l'occasion d'en reparler face à Nîmes. En tout cas, le début de match a été plutôt sympathique, vu qu'on ouvre le score rapidement sur un beau mouvement collectif d'ailleurs, sur un déboulé à droite de Pasqui aussi qui centre pour Alioui, qui ne réussit pas à reprendre, mais dans un deuxième temps, on réussit à décaler Papi Mnouba, qui marque pour sa première titularisation au Stade Océane. Donc c'est un bon moyen de se mettre le match dans la poche. Le match est lancé. On va peut-être assister, peut-être pas forcément un grand match, mais un match plutôt simple, Romain. Ouais, surtout on peut se demander quelles étaient les intentions de nos adversaires du soir, parce que comme tu l'as dit, les 2 équipes étaient au coude à coude. QRM revenait plutôt en forme après un très mauvais début de saison. Et en fait, ils ont rien proposé, rien proposé de cette première mi-temps. Même, on verra après par la suite du match, ils ont absolument rien proposé. Moi, perso, j'ai regardé le résumé du match avant l'émission là pour me rafraîchir un peu la mémoire, parce qu'on sait que c'est jamais évident de traiter 2 débriefs dans la même émission. Et c'est vrai que le but, il vient très tôt. Il vient d'un très très bon décalage créé par Tierno Baldé, d'un très bon appel dans le trou. Fontaine qui suit bien, donc Fontaine a fait un très bon centre. Voilà, je l'ai dit, c'est bon, tout le monde a entendu.
Et non, et en fait, j'ai revu que Alioui à la réception, il tente la Magère en fait. Et c'est pas la première fois qu'il tente ce geste-là avec le maillot ciel et marine. Je me souviens qu'il l'a déjà tenté. Ça a déjà marqué, je sais pas, mais il l'a déjà tenté. En fait, Papi Dnouba, il est là en embuscade là, donc il marque son premier but. Je suis super content pour lui. C'est vrai que c'est un but un peu brouillon, etc. Suite à la Magère, la ratée d'Alioui, mais bon, il a le mérite d'être là, il a le mérite de la mettre au fond. Je pensais carrément que ça allait ouvrir le match, comme tu l'as dit. Je pensais que c'était parti, quoi. Et en fait, ça a eu l'effet complètement inverse. Ça a complètement fermé le match. On s'est emmerdé, mais comme pas possible en première mi-temps, là. Comme si le Hack, après 7 minutes de jeu, souhaitait déjà conserver le score. Et comme en face, ils avaient absolument pas envie de courir, on a vu, un match complètement plat. Il s'est rien passé en première mi-temps. Et de toute façon, on va pas en dire beaucoup plus. On va faire une ellipse un peu plus loin parce que, effectivement, on va pas commenter le vide. C'est très beau. Il y a peut-être des amateurs d'art moderne dedans, mais nous, on n'arrive pas à commenter le vide ou l'invisible. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin. Tout de suite, en deuxième mi-temps, de toute façon, un festival de passes ratées, de mauvais gestes techniques, où vraiment on se dit, ouh, ça c'est du professionnalisme. C'est du professionnalisme de semaine, quoi. C'est les gars étaient, il y avait l'effet quand même 3 matchs qui arrivaient. C'était le 3e match de la série pour les deux équipes. Mais juste pour info, en statistique, une petite blague, les gars. Combien de tirs cadrés à la 82e minute du match, à votre avis? Moi je l'ai. Je crois qu'il y en a qu'un. Il y a le but. C'est le but. Jusqu'à la 82e minute et le réveil de Quevilly, il n'y a eu qu'un seul tir cadré, c'est le but de Papi Dnouba. C'est dire que c'était potentiellement assez compliqué. On m'a dit, mais avec l'ambiance, c'était bien. Ouais, enfin, moi, l'ambiance à 500 bornes du Stade Océane, je peux vous dire que on a que le match à se mettre sous la dent. Et c'était vraiment pas fameux mardi dernier. C'était vraiment pas fameux. On retiendra quand même peut-être juste comme information, à la 73e, Bonnet qui essaie d'obtenir un penalty, mais tu l'as dit et tu le disais déjà l'année dernière, Flo, n'est pas Jamal Thiaré qui veut, et le seul à pouvoir obtenir des pénaux dans l'équipe, c'est Jamal. Donc voilà, ça ne marche pas. Comme à Auxerre l'an passé. Et à la 75e, Jamal qui nous fait malheureusement du Jamal avec une reprise avec un pied cubique à 4 mètres du but qui ne va pas au fond. Donc ça fait rager et ça a failli nous faire très peur parce que sur les 10 dernières minutes, Romain, QRM nous a juste rappelé que quand on n'est pas capable de tuer un match, on peut s'en mordre les doigts de manière assez importante. C'est exactement ce que j'avais noté, c'est-à-dire que on voit une certaine amélioration. Malgré tout, on peut quand même tirer quelques petits trucs de ce match, même si les stats de tir cadré sont catastrophiques. J'ai envie de dire maintenant qu'on arrive à se créer des occasions, parce qu'on a quand même réussi, il y a eu une amélioration de ce côté-là. Et maintenant, ce qui reste à améliorer, c'est qu'on doit tuer le match quand il faut tuer le match. On est à 1-0, là, on a l'occasion de faire 2-0, c'est plié, c'est fini, la soirée est terminée. La victoire est là et on l'a pas fait, et donc on connaît la suite. QRM s'est senti pousser des ailes et sur les 10 dernières minutes, on a eu très chaud quand même. Flo, tu voulais réagir? Ouais, moi je me suis posé une petite question après ce match, l'ayant pas vu parce que j'étais au boulot. Ce match m'a fait penser au match contre Bastia et à Nancy, contre des équipes qui soi-disant sont plus faibles que le Hack, même si QRM cette saison c'est plutôt correct. Est-ce que faire le jeu justement, c'est pas le gros handicap de nos Havrais, et du coup faire le jeu contre des équipes qui ne le font pas, ça propose des matchs pas terribles et des fois des scores qui ne seraient pas ceux qu'on donne en début de match, parce que Nancy c'est un match nul et Bastia c'est un match nul, alors que ce sont des équipes qui sont en bas de tableau. Ouais, mais ça fait tourner le compteur, hein. C'est des points pris à l'extérieur, c'est peut-être des mauvais matchs, mais qui donnent des bons points à la fin. Et puis l'année dernière, on serait sûrement reparti avec 0 points de ces 2 matchs, on repart avec 2 points. Tu rajoutes 1 point, plus 2 points. Et l'année dernière, on serait sûrement terminé le match de QRM sur un match nul. Hein. Oui, voilà. Aussi. Donc, tous ces trucs-là, c'est des signaux faibles qui quand même font dire que c'est peut-être pas si dégueu que ça. Alors certes, tu concèdes 3 tirs dangereux en fin de match et Yaya te sauve 2 points, mais cette équipe, elle en a dans la tête et c'est déjà une bonne chose
de ne pas avoir eu des regrets, de s'éviter des regrets sur le match de mardi dernier, c'est une très bonne chose, et que même si c'était pas exceptionnel, au moins le public qui était présent au stade Océane est reparti avec 3 points, le sourire, une victoire et une communion avec les gars. Il faut pas cracher dessus parce que c'est pas arrivé si souvent que ça ces derniers mois, donc on prend et c'est déjà pas mal. En tout cas, c'était fini pour ce match parce que malheureusement, on aurait aimé vous en dire plus, mais il y a eu un gros morceau de vide qu'on a été obligé de commenter rapidement. Mais est-ce que ça a été pareil samedi dernier? On va attaquer maintenant le deuxième match. Jingle Nîmes, c'est parti. Je te jetterai au crocodile. Nope. Il doit y avoir une belle vue de là-haut. Dernier de la série de 3 matchs en une semaine, 4 matchs même en moins de 2 semaines avec le match que nous avions eu face à Toulouse il y a de cela 2 semaines. Le marathon imposé par la Ligue de manière un peu débile se terminait par un déplacement ô combien périlleux au stade des Costières face à un adversaire qui avait quand même quelques ambitions de remontée directe en dépit de certains problèmes internes à leur niveau. Romain, avec toi, on va reprendre aussi la compo de l'équipe qui a pas énormément changé entre le match de QRM et le match donc de samedi dernier. Fofana dans les buts, la défense classique Baldé, Mayembo, Gibo, Mbemba. Cornet était réintégré au 11 de départ en remplacement d'Alioui. Jean-Pascal Fontaine qui lui par contre n'a pas été soumis au turnover, comme de par hasard, c'est étonnant. Et en attaque on retrouvait Thiaré et Boutaïb qui, après avoir purgé ses 2 matchs de suspension, a eu le droit de reprendre sur le prêt de manière titulaire. Romain, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, je suis content d'avoir déjà une défense à peu près stabilisée, sauf sur le poste de l'arrière gauche. Mais je suis content pour Tierno Baldé qui s'impose de match en match. C'est bien qu'il fasse son trou parce que il y a pas énorme concurrence etc. à ce poste-là, donc c'est bien qu'il fasse sa saison. Cornet qui revient, voilà, et c'est là qu'on voit que mardi contre QRM, il s'est reposé et il était prévu qu'il joue contre Nîmes, à mon avis, dans les plans de Paul Le Guen. Et on repasse sur un 4-4-2 parce que Boutaïb revient, donc on repasse sur notre père Thierry Boutaïb. Nouba pour l'instant reprend, doit revenir un peu plus en forme que ce qu'il n'est. C'est normal, c'est logique. C'est une compo logique, à part peut-être Fontaine à gauche. Voilà, on l'a dit, on avait dit quand Fontaine sera apte à jouer, il faudra on se demandait où est-ce qu'il allait avoir sa place dans ce milieu-là, parce qu'on voyait un local Richardson flamboyant. On se demandait où est-ce qu'il allait avoir sa place. Paul Le Guen, il trouve sa place à chaque compo, donc ça va. On le dit, on le répète, c'est le seul joueur de la partie hors défense gardien qui a joué tous les matchs titulaires avec un temps de jeu non négligeable depuis Toulouse. Donc on en conclut ce qu'on veut, mais en tout cas, Fontaine est un homme de base de Paul Le Guen. On n'avait pas besoin de le rappeler. Ça, on le savait déjà. Attaquons, messieurs, première mi-temps. Et ce qu'on peut dire, c'est que les Nîmois nous ont fait comprendre rapidement qu'on était chez eux. On a été dans les mâchoires des crocos dès le premier quart d'heure. Ça m'a fait quelques sueurs froides. Est-ce que toi, Florian, t'as eu les mêmes? Début de match, c'était très chaud parce que gros pressing nîmois qui nous faisait pas sortir de notre milieu de terrain. Très peu de possession de balle. Sur la mi-temps, on est à 35% de possession. Donc on essayait de procéder en compte, mais il y avait souvent des passes qui n'arrivaient pas à destination. Je pense à Victor, je pense à Cornet, ou les passes qui étaient un petit peu mal ajustées. Même des fois, on a vu Polo un petit peu s'énerver sur son banc. Après, vers la fin de la première mi-temps, ça a commencé à aller mieux. C'est vrai que le début de match, j'étais pas serein parce que même si on a une défense qui est plutôt solide, Nîmes, c'est pas mauvais. C'était une des meilleures attaques, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était un petit peu brouillon, quand même, j'ai envie de dire, comme à notre habitude, on n'est jamais 80 minutes à fond. Et là, c'était le début de match, mais l'avantage, j'ai vrai, cette saison, c'est que même quand c'est pas très bon, ça fait le dos rond et ça subit jusqu'au moment où ça sort et que ça commence à mieux jouer. On notera de toute façon qu'il y a eu un tournant aussi, même dans cette première mi-temps, à la fin de cette période de folie. C'est la sortie de Nolan Mbemba, probablement sur blessure, et la rentrée d'Isaac Touré dans un poste d'arrière gauche, qui peut étonner en voyant un arrière gauche à plus de 2 mètres, mais ça a bien stabilisé la défense.
Et un petit coup franc justement de Quentin Cornet derrière a permis aussi de calmer les ardeurs nîmoises et de rééquilibrer un petit peu les débats. On retiendra aussi dans cette première période une belle tentative de Boutaïb un peu avant la demi-heure qui finit dans le petit filet extérieur suite à une belle percée où il résiste à un défenseur. J'en reparlerai de Boutaïb parce que j'ai pas trouvé son match si mauvais que ça. Et on a vu Richardson aussi qui devient de plus en plus un titulaire indiscutable, indiscuté et qui va être très très vite convoité lui aussi vu son niveau, vu il était là à la passe pour Quentin Cornet qui a obligé le gardien nîmois à s'employer pour retarder l'échéance. Une dernière petite occasion pour le Hack au vestiaire et on repartira comme ça avec un sentiment différent, c'est Nîmes avait la possession, a pressé fort au départ, mais au final, Romain, les occasions, elles étaient plutôt avraises. Ouais, c'est clair. Franchement, Florian a fait une très bonne analyse. Je suis plutôt d'accord avec lui. J'ai eu peur qu'on se fasse asphyxier là pendant 45 minutes, puis on est revenu petit à petit dans le match en se créant les occasions que tu as énumérées. Après, pour revenir aussi sur la partie de Richardson, c'est incroyable. Hein, c'est vraiment la surprise du chef de cette année. On savait qu'en sortant nos jeunes comme ça, on allait les exposer. Et pour le moment, c'est lui et j'ai envie de dire Fofana aussi, dont on sait qu'il a déjà des touches en Ligue 1. Donc Richardson, c'est clair que il va pas. C'est pas qu'il va pas rester longtemps au HAC, c'est que il va rapidement attiser les convoitises et on verra la suite. Mais il a un sacré niveau et c'est lui qui stabilise tout le milieu, c'est lui qui remonte des ballons, c'est lui qui arrive à. Et des fois il est même dans le rôle du meneur de jeu quoi. Donc c'est incroyable, il est vraiment très bon. Et puis on aurait pu effectivement avoir un peu peur là sur l'entrée de Touré à gauche parce que c'est pas son poste. Alors c'est pas le poste de Mbemba non plus, donc finalement on met que des joueurs donc c'est pas leur poste, donc ça va. Mais non, mais c'est vrai que les Havrais sont solides et solidaires, c'est incroyable. Ils le sont pendant les phases de jeu où ça va pas bien pour eux et vraiment on voit qu'on peut compter sur ça cette saison et ça fait vraiment la différence par rapport à la saison dernière. Ce qui change pas, on verra dès la rentrée, dès la deuxième période, c'est ce qui change pas, c'est que Jamal de temps en temps nous fait des Jamal, donc dès la 47e, donc parfaitement lancé par Quentin Cornet, duel raté qui finit à côté. C'est pas oui, elle est pas compliquée. Elle est pas compliquée, mais par contre, il y a quand même de l'angle. Il y a quand même de l'angle et des fois c'est quand même impressionnant sa capacité à marquer des buts compliqués et à louper plus non, simple. Mais il paye tous ceux qu'il a loupé avant et c'est vrai que sur cette action-là, faut le dire, tu l'as dit Florian, il faut le redire, faut le répéter, elle est pas évidente. Elle est pas évidente, mais voilà. Pleine Jamal, vitesse. alors, voilà. Le gardien qui sort, en plus il fait pivoter son buste pour essayer de justement placer un enroulé, le roulé qui passe pas loin. Mais le problème c'est que l'année dernière il en a tellement loupé, dont des fois un but vide, celui-là je m'en souviendrai toute ma vie, que on a envie de lui taper dessus. Mais franchement le gardien sort vite, la passe est un petit peu longue, difficile, en plus c'est un petit peu excentré, je en voudrais plus sur celle de fin de match. Voilà. T'en fais pas, j'allais en parler de celle de fin de match, mais on va juste la garder pour la bonne bouche, vu que c'est vrai que ça fait rager parce que ça en fait c'est l'effet cumulatif qui fait à une de plus, ce qui fait que s'il avait pas loupé les précédentes, peut-être que celle-là on dirait elle est compliquée et il y a peut-être un petit effet sale gueule là-dessus. Par contre à la 64e, là il a pas là et c'est bon, c'était tranquille, un joli corner, une tête qui place croisée magnifique. C'est Jamal aussi, la capacité à mettre des buts compliqués, difficiles dans des situations improbables, ce Bella, et une ouverture du score, pas imméritée, messieurs. Moi, je trouve que ça allait un petit peu dans la continuité. Et 2 minutes après que Zinou Ferrat soit rentré pour Nîmes, on ouvre le score et c'est très bien. Oui, toujours ce Quentin Cornet qui botte des corners parfaits. Donc vraiment, les trajectoires des ballons sont parfaites. Alors souvent, il cherche Gibo et Mayembo. C'est souvent, je pense aussi travailler à l'entraînement. Et là, c'est Jamal qui l'a trouvé. Et pour le bonheur de tous, il met une tête, ça décroise, c'est parfait. On fait une très bonne deuxième mi-temps. Et les débats sont complètement rééquilibrés, voire plutôt à l'avantage des Havrais. Voilà, c'est pas forcément le match qu'on attendait ou dans le sens qu'on l'attendait, mais c'est parfait quoi. Je veux dire, c'est très bien d'avoir proposé cette deuxième mi-temps
et de mener au score. Je pense que ça a donné confiance et avec encore une fois la solidité derrière de cette équipe, cette solidarité, on savait qu'ouvrir le score là-bas à Nîmes, c'était quand même très bon signe pour la suite. Florian, en dépit donc d'une dernière occasion de Jamal donc dans les 5 dernières minutes qui est loupé aussi, il réussit à marquer à un moment important. Est-ce que cette victoire à Nîmes, ça n'a pas une bonne gueule de match référence pour ce début de saison? Un match référence, je sais pas. Alors à l'extérieur peut-être, parce que pour avoir vu Toulouse, un adversaire solide, même si on n'a pas été bon, je trouve en première mi-temps, la deuxième mi-temps était vraiment bonne, donc je dirais un demi-match référence. Après pour revenir sur ce match, ouais, le but de Thierry, il est magnifique, c'est une magnifique tête croisée. J'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est la célébration avec Paul Le Guen de Thierry. Il y a une magnifique image qui est passée Non, j'ai pas vu. Ah oui, il va loin, il va courir. Il y a une magnifique photo là qui est faite et il continue même encore après. Non, ça fait Polo, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. C'est con à dire, mais entre le soutien des joueurs avec l'histoire de Boutaïb, plus, alors c'est juste une photo, peut-être que je surinterprète, on sent que ce groupe vit bien. Oui. Contrairement à l'année dernière où on sentait que c'était un peu plus fragile. Mais après, les résultats font pour. Hein. Évidemment, si on fait 5 défaites d'affilée, c'est pas la même gueule. Mais ouais, c'était super plaisant. Moi, quand j'ai vu cette photo, ça m'a donné le sourire de voir Polo souriant, parce qu'on se souvient l'année dernière, Polo en conférence de presse a envoyé des tacles à tout le monde. Salut Benoît. Enfin, c'était une ambiance tendue, pas agréable. On n'avait pas du tout envie de. Enfin, je prends mon cas, j'avais pas du tout envie de voir les matchs parce que je savais que ça allait être des pugilats, qu'on allait se faire chier et que souvent on ramenait pas des résultats. Là, je dis pas qu'on fait beaucoup de matchs nuls, mais là, quand je sais qu'on est vendredi ou samedi soir, je me dis yes, il y a un match du hack. Je vais voir mes Havrais à fond. Je vais voir une défense Maïbo, Gibo que j'adore. Un milieu de terrain, Victor et Richardson. S'il vous plaît, le hack, je sais qu'il va pas signer, mais mettez-lui un contrat de 5 ans avec une clause à 100 millions, là, comme j'ai vu sur Twitter, parce que là, faut profiter, hein. On a souvent eu des pépites au Havre, on sait très bien comment ça finit, mais là, faut en profiter au maximum, parce que, on va pas se mentir, hein, je pense que fin de saison, sauf, je lui souhaite pas, blessure ou il devient nul, mais ça, j'y crois pas trop. Enfin, ce gars-là, il a le costume hack, le costume Ligue 2 est pas taillé pour lui, quoi. C'est un peu, pour moi, je trouve que c'est un peu petit. Alors après, c'est tôt, c'est sa première vraie saison, faut faire attention. Mais pour moi, il est au-dessus du lot, donc c'est incroyable. Et pour faire un bilan complet de ce match, tranquille, hein. Il s'est mis dans les chaussons d'un leader, mais c'est impressionnant. On voyait des bonnes choses, mais les derniers matchs, c'est non, mais là c'est encore, on voit déjà les progrès en 10 matchs, on voit déjà les progrès encore en plus. Donc c'est que je te rejoins, mais à 200% là-dessus. Ce gamin est impressionnant et quand il porte le ballon, mais c'est calme. T'as l'impression que c'est de la nonchalance, mais en fait, tranquille, ça va. Et les passes, elles vont bien au bon endroit. Hein. Il y a aucun problème. Hein. Il est grand, longiligne, en même temps costaud. Il suffirait qu'il se muscle encore un peu plus et ça deviendrait une machine. Il y a déjà des petits coups de vis. Fin de match, on gagne 1-0. Il a le ballon. Il fait un contrôle un petit peu long. On voit qu'il va perdre la balle. La petite faute. Je pousse le ballon. Je bouscule le joueur. Je me prends pas de carton. Je vais me replacer. Enfin, alors qu'au début de saison, il prenait des cartons. Ouais, donc, ça, pour un jeune de 19 ans, je me dis, mais c'est un truc de vieux briscard, ça, de mettre le petit coup dans le ballon pour gagner 3-4 secondes, mettre la petite faute qui passe entre le jaune et entre la faute qui fait gagner du temps. Enfin, c'est incroyable. Enfin, pour refaire un bilan complet de ce match et de cette saison, en fait, avant, quand on marquait un but, on se disait, aïe, on va peut-être s'en prendre. Alors j'ai encore un petit peu cette sensation, mais notre défense est tellement solide que j'ai même l'impression que le milieu, l'attaque, se repose sur ça et qu'ils se disent ok, il y a un 0, les gars, on s'est bétonné, on est très bon défensivement, on a de bons axiaux, on a des latéraux qui sont plutôt pas mauvais et on a un très bon gardien. Du coup, ils se sentent un peu plus libérés et partir en compte, ils ont pas cette peur de si jamais on se fait choper le ballon, de revenir vite en défense parce que derrière, c'est nickel. On a un milieu solide, il y a juste pour moi encore un petit souci niveau de l'attaque parce que niveau création, il y a Cornet un petit peu. Il y a du Richardson qui fait des bonnes passes vers l'avant. Après, la finition, c'est compliqué. Même si Thierry nous met un beau but, je trouve qu'il y a encore un peu d'occasions qui sont loupées.
Je repense à Boutaï contre Toulouse et là Thierry sur les deux. Donc faudra un petit peu améliorer cet axe-là, mais il y a une énorme et magnifique base. Il faut améliorer les points négatifs et tout en gardant cette solidité défensive. Juste pour appuyer ton propos, à l'heure actuelle, il y a que 4 équipes qui ont marqué moins de buts que le HAC. Donc effectivement, l'axe d'amélioration, il est là. Mais à côté de ça, tu as une défense qui a pris 5 buts et qui est co-meilleure défense de Ligue 2 avec Auxerre. 6 clean sheets sur 9-10 matchs. Ça doit être ça, et j'ai surtout là, pour le moment, il y a une série actuelle de 7 matchs sans défaite. Ouais. 7 matchs sans défaite, ouais, mais ça... Et c'est toujours mieux de prendre un point que 0, oui, je suis d'accord. Faut se rappeler d'une certaine saison où on est parti avec des jeunes, où on n'avait pas de série, et il y avait un gardien pour qui on a toujours une pensée, qui disait le plus important dans une saison, c'est de faire tourner le compteur à tous les matchs. Et pour le moment, on fait tourner le compteur à pratiquement tous les matchs, et c'est ce qui est le plus important. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de tu continues, tu prends un point quand t'es mauvais, ouais, mais tu prends quand même un point. On se refait juste la saison dernière. Si tu avais eu ne serait-ce que 6 ou 7 points de plus, tu aurais eu une vision peut-être complètement différente de ta saison. Et là, pour le moment, t'es 5e. Dans nos estimations, on considérait que c'était la tranche haute de ce qu'on pouvait atteindre en fin de saison. Tu marques pas de but, c'est sûr, c'est compliqué. 9 buts en 10 matchs, c'est sûr que ça reste potentiellement fragile. Mais 5 buts encaissés en 10, ça veut dire que les mecs en face, pour qu'ils viennent te percer ta défense, il y a du boulot. Et comme tu le disais, au niveau du milieu et de l'attaque, autant l'année dernière, ils étaient toujours à regarder derrière leur épaule en se disant c'est sûr qu'on peut y aller là, que là c'est limite. T'as Yaya qui fait vous en faites pas les gars, moi j'ai Pierre et Féfé, on se débrouille, vous en faites pas, allez vous amuser. Ils sont incroyables. Franchement, je les aime d'amour. Je suppose qu'ils vont pas écouter l'émission, mais si jamais ils l'écoutent, je vous aime les deux. Oh, c'est incroyable. Ah et c'est ça surtout qui manquait, c'est on le dit, on veut pas des 4-0 à tous les matchs, mais de la vie, et ça, la vie, on l'a, putain, dans cette équipe, il y a de la vie, ça fait plaisir, et quel plaisir on a, et j'ose espérer que ceux qui voient les matchs et qui les critiquaient à raison l'année dernière peuvent au moins reconnaître que cette année, il se passe il y a quelque chose, quoi. Tu sens qu'il y a un petit peu d'électricité à côté, tu sens que ça vit de tous les côtés et que, si ça veut rigoler, ça peut rigoler très fort en fin de saison. Et on va pas faire des plans sur la comète pour le moment. Je vais pas vous demander, messieurs, si on est favori au play-off, favori à l'accession directe. Oula, non. Mais, il y a au moins des choses qui peuvent nous dire que on va peut-être passer une saison beaucoup plus tranquille que l'année dernière. Romain. Ouais, je vous rejoins en partie. Je suis d'accord que les matchs nuls qu'on a fait l'année dernière, on les perdait, donc c'était 0 point. Les victoires à l'arraché 1-0, l'année dernière c'était des matchs nuls, c'était qu'1 point. Donc si on fait ça sur les 10 premiers matchs et qu'on se remet les scores de l'année dernière plutôt que ceux de cette année, on est beaucoup plus bas dans le classement, c'est clair. Donc comme tu l'as dit, faire tourner le compteur à tous les matchs, c'est super important. Maintenant, en octobre l'année dernière, on était 4e. Voilà, et voilà, et vous connaissez la saison qu'on a fait derrière. Donc moi, personnellement, je suis hyper content, hyper fier d'eux et hyper content qu'ils soient 5e. Maintenant, je demande encore un petit peu à voir. Je demande de passer Dijon, je demande de passer Caen. C'est pas qu'on pourra s'enflammer après ces 2 matchs-là, mais ça fera 12 matchs et on pourra peut-être encore se jauger encore un peu plus, parce que même si Dijon est 17e à l'heure où on parle, on connaît la qualité de leur effectif, on connaît leurs objectifs, et puis Caen c'est toujours un match particulier, donc j'ai quand même envie d'attendre Dijon-Caen pour reparler de ça, et je gâche pas le plaisir, mais j'ai toujours dans un coin de ma tête ce hack à 2 vitesses là, et je suis d'accord qu'il y a une étincelle supplémentaire, je suis d'accord, je vous l'accorde, mais je reste méfiant. Ouais, c'est clair. Après, il faut pondérer sur ce qu'on voit. C'est encore faible défensivement. Offensivement, il suffirait que, je dis une bêtise, que l'alliage ne prend plus derrière ou qu'il y ait un blessé et tout s'effondre. Donc il faut toujours rester modéré là-dessus. Après, pour l'instant, le Havre est 4e équipe à l'extérieur. C'est plutôt pas mal, mais comme tu l'as dit et comme on le sait, la période d'octobre-novembre, depuis des années, on fait des débuts de saison où il y a même une saison avec Tino et tout, on se disait ouais c'est bon, c'est notre année, machin tout ça, et octobre-novembre, t'enchaînes Châteauroux, Quevilly, non c'était pas Quevilly, ouais, parce que ouais, et tu descends. Quand tu regardes bien au classement, on comme tu viens de le dire, on fait pas forcément mieux que d'autres saisons.
On fait pas forcément mieux que d'autres saisons. Ouais. Après, oui, il y a des stats qui parlent. est pas la même. L'impression est pas la même et il y a certaines stats qui parlent. Mais en tout cas, si on regarde juste le classement, on est au même endroit, au même moment, sur plein d'autres saisons. Donc, voilà. Encore une fois, je veux pas casser l'ambiance, mais j'ai très envie de voir ce qu'ils vont proposer en octobre-novembre. Ouais. Après, c'est pas une enflammade d'objectifs. En tout cas, pour moi, c'est pas une enflammade de, je me dis, on va faire les playoffs, on va monter en Ligue 1. C'est plus une enflammade de, comme je l'ai dit, l'année dernière, j'ouvrais mon PC, j'ouvrais Beansport, je me suis dit, putain, un match UAC. Je me suis dit, ah putain, on est déjà samedi. Je fais, ah merde. Alors, j'y allais parce que je supporte mon club et tout, mais je savais que j'allais passer un moment, enfin, c'était pas une souffrance, mais c'est comme T'aimes souffrir, hein, t'aimes ça. C'est un peu comme si t'as ta femme ou ta copine qui veut regarder une série que t'aimes pas. T'es avec elle parce que tu l'aimes, mais ça te fait chier. Balance le nom de la série, vas-y. Mais non, mais c'est un peu ça. Et là, cette année, c'est un peu la sensation de tous ceux qui regardent Koh-Lanta. Bon, là, maintenant, c'est le mardi, où t'as tout le monde qui attend le vendredi soir avec impatience et qui se met devant le truc. Bah là, c'est pareil. Quand le match arrive, là, j'étais dégoûté de voir que le match contre QRM, bah, je bossais parce que j'aurais bien aimé aller au stade. Je retrouve cette envie. Il y a des joueurs, l'année dernière, j'en avais un ou deux que j'aimais voir. Là, cette année, j'ai presque tous envie de les voir. Même ceux qui, l'année dernière, j'étais pas trop fan. Cette année, j'ai tous envie de les voir. Comme tu dis, c'est au public d'Océane maintenant de faire le boulot à domicile et d'aller supporter cette équipe-là. Je pense que maintenant, c'est ce que les joueurs ils attendent aussi, c'est que ça suive derrière, quoi. En toute logique, il va y avoir un effet d'engrenage. Hein. J'ose espérer que les gens vont avoir l'effet d'engrenage ça a recommencé très bas, ça remonte, et si les gens voient tout simplement que cette équipe vit et qu'elle ne triche pas, ça va revenir, ça ne peut que revenir. En plus, t'as quand même t'as des résultats, t'as des jeunes, il se passe quelque chose. Si franchement, avec tous ces ingrédients-là, on n'est pas capable de remettre des gens au stade Océane, alors je dis pas que face à Dijon, on va être 12 000 ou 15 000, je suis pas stupide à ce point-là, mais si on continue dans la progression d'affluence qu'on a eue, en prenant comme base QRM, certes, côté l'équipe d'à côté, je vais pas dire derby, parce que sinon, il y a encore certains qui vont dire, c'est pas un derby, mais bon, au moins le 76 ICO, comme on pourrait dire, et ensuite, si tu es capable de capitaliser là-dessus, tu gagnes à Nîmes. Ensuite, t'as Dijon qui était annoncé comme les Expandables, qui a foiré son entrée en lice, mais qui remonte bien. Le match face à Dijon, ça doit faire un beau match et ça doit donner une belle plateforme ensuite pour aller à Dornano. Donc ça peut faire, et j'ose espérer que on va réussir à mettre quelques braises dans ce stade Océane qui malheureusement a pas eu trop souvent l'occasion de s'enflammer avec nous, et on verra ce que ça donnera. Certes, c'est beaucoup trop tôt pour s'enflammer, on se reverra aux alentours de la 25e journée pour voir si on est dans la même position, et puis bah si dans 15 matchs on est pareil, là on aura peut-être le droit de commencer à envisager que cette équipe vaut peut-être mieux qu'un bon maintien. Si jamais ceux qui ont encore des doutes pour aller au stade, allez-y juste pour voir Richarlison, au moins une ou deux fois, parce que pour l'avoir vu à la télé déjà c'est incroyable, mais pour l'avoir vu au stade, tu sens que c'est je vais même pas dire ça parce que ça se trouve dans quelques années on va me le remettre dans la tronche et il joue il va faire comme Ferrat, il va monter, il va redescendre, je lui souhaite pas, mais tu sens que ce gars a un truc en plus, et c'est le genre de joueur où tu payes ton billet, et en plus le billet de Ligue 2 il est pas très cher. Tu payes ton billet pour voir des joueurs comme ça. Et c'est juste, allez-y. Profitez un max. Ou pour voir un superbe coup franc de Quentin Cornet, ce qui était mon cas, même si c'était à l'opposé, ça fait quelque chose. Et de toute façon, d'une manière générale, le foot, ça se vit au stade et pas devant la télé. Même un mauvais match au stade, ça passe toujours mieux qu'un mauvais match devant la télé. Messieurs, je pense que nous en avons dit assez à notre niveau. On va laisser la parole à nos amis internautes. Activez-vous, c'est parti. Romain, double ration encore une fois pour toi cette semaine. Donc, il y a eu de quoi faire. Et qu'est-ce que tu as retenu sur les réseaux ? Alors, je vais tout de suite vous parler des réactions d'après-match de AQRM avec Polo et Lâche. C'est vraiment pas ouf, alors que le but inscrit rapidement aurait pu permettre d'emballer le match. Dans l'ensemble, je dirais que la victoire est logique. On aurait dû tuer le match, mais on peut se faire revoir sur la fin. On gagne le derby, donc c'est le plus important.
Aurel JSP qui nous dit ça fait plaisir de voir une victoire à domicile malgré une défense assez solide. Heureusement que ce soir on a encore un grand Yaya pour nous éviter le match nul, voire même pire. Heureusement que le match durait pas plus longtemps car on s'est fait très peur à la fin. J'aimerais aussi qu'on souligne la prestation de Tierno Baldé ce soir car je l'ai vraiment trouvé très bon. Pour un gamin de 19 ans, ça promet pour le reste de la saison. Pour revenir sur Baldé, Yaya Fofana. Parce que Yaya, l'année dernière remplaçant de Gorgelin, on se disait est-ce qu'il faut changer tout. Cette année, Gorgelin, on n'entend plus parler. Il y a vraiment plus de débat. C'est Yaya 100% titu et c'est indiscutable. Et ça, c'est super. Il y a des joueurs on-off comme ça. Hein. Il y a des joueurs on-off qui ont été comme ça. Et Yaya, tu parlais de contacts qui ont été pris. J'ai entendu Nîmes et Monaco. Ouais. Oui. C'est malheureusement c'est peut-être ça qui va faire et que on verra ce que ça donnera. J'ose espérer que il va nous faire une Mayembo et que ce sera une très bonne nouvelle, mais on va attendre d'avoir venir pour le moment qu'il continue à arrêter des tirs adverses et à rassurer sa défense et c'est tout ce qu'on lui demande. Je continue avec Tyranner qui dirait je dirais maîtrisé tant qu'URM n'a pu se montrer dangereux avant la fin. Quelques occasions en première mi-temps pour le 2-0. On gagnera pas tous les matchs en faisant des grands matchs non plus, donc faut prendre. Et on prend. Jonathan Yvet, les 3 points et les jeunes au pouvoir. J'ai du mal à comprendre les compos d'équipe par moment. Et malheureusement, je regrette le manque d'ambition offensive de Paul Le Guen. Bon, ça on l'a dit, ça peut s'expliquer par le turnover aussi, pour mardi soir. Tu peux lancer des joueurs alors quand je dis pas beaucoup de temps de jeu, à Lewin on a un peu plus, mais comme Abdoulaba qui a pas beaucoup de temps de jeu, il y a une concurrence entre les 3 attaquants Thierry, Boutaï, Débat. C'est le genre de match où tu peux prendre de l'avance sur un concurrent et malheureusement ceux qui ont joué et qui ne sont pas titulaires indiscutables, ils ont pas gagné des points dans cette course. J'enchaîne avec LG Steve et je finirai par Jeff Mokhtar. Donc LG Steve 1-0 sans éclat, le strict minimum avec l'habituelle peur au ventre en fin de match. Néanmoins, des matchs comme ça, on les perdait l'année dernière. On a au moins une certaine solidité. Et enfin, Jeff Mokhtar qui nous dit match bizarre qui avait plutôt bien démarré et sans Fofana qu'URM prenait un point. Dès que l'équipe en face met un peu plus d'intensité, les Havrais sont un peu dépassés. Richardson, homme du match. J'enchaîne avec des réactions pendant le match contre Nîmes. 2 réactions assez drôles. Donc la première de Renaud. Changement pour le hack, Mbemba sœur, l'histoire est en marche. Moche. C'est sale mais j'aime bien. C'est sale mais j'aime bien. Et ce changement de Mbemba a également fait réagir Nox Gekov. C'est le concept du coup dur de perdre un joueur qu'on remplace par un gars qui s'en sort mieux. Ouais. Oh là là. Ah mais je sais plus j'avais vu alors je sais pas si c'est le bazooka sur l'ambulance là. Je crois que c'est le commentateur qui a dit ça et ça avait été relayé sur Twitter. C'est un coup dur pour le hack, c'est un titulaire, c'est un très bon joueur depuis le début de saison. Un des meilleurs joueurs. Ouais, voilà. Ouais. Et t'as les gens qui font mais ils regardent les matchs ou pas? Mais à leur décharge, je suis pas supporter du hack, je me materai pas tous les matchs du hack tous les week-ends pour voir si Mbemba c'est un très bon arrière gauche. Voilà. Qui regarderait de la Ligue 2 s'il n'y était pas contraint, soyons honnêtes. C'est clair. Allez, je continue avec les réactions donc d'après match. Après Nîmes hack, fanatique du 76-13. Semaine grand cru pour le hack. Ne faisons pas la fine bouche, nouveau clean sheet. Une seule défaite, on aurait signé pour un tel début. Ok, ce hack n'est pas flamboyant, mais ce soir, Paul Le Guen a réussi son plan. Et mention spéciale à Richardson, patron du milieu si vite. Bravo. Rien à rajouter. Oui, Richardson, oui, qui prend les habits du patron, comme disait Flo, le costume est trop petit. Bon, déjà à la base il est grand, mais oui c'est vrai qu'il prend de l'ampleur et ça va se déployer à vitesse grand V. Profitons-en le temps qu'il est là. Roméo Clos, bonne gestion de match, mais on n'a pas fini de stresser avec cette équipe. On a des moyens de tuer les matchs. Mayembo, Cornet, Richardson, c'est super. Pour une fois, on peut dire merci l'arbitre sur la toile de Fofana. Je suis pas revenu dessus. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé. Parce que pour moi, il n'y a pas faute. Parce que Fofana se trompe un peu. Et le hors-jeu, s'il y en a un... Alors, de ce que j'ai vu, ça sera un hors-jeu. Mais enfin, bon, bref. Ouais, ils ont sifflé un hors-jeu, ouais. Il a sifflé hors-jeu, hein. Il a sifflé hors-jeu. Non, j'ai pas compris. Mais c'est tant mieux. Kiketa qui nous dit on n'est pas le Barça de la Ligue 2, mais ça tient derrière, ça a de la réussite sur coup de pied arrêté devant, on gagne, on prend, pourvu que ça dure. C'est Off qui lui, on voit plus du tout, hein, il est parti là, il a même marqué en D1 féminine, je crois, la semaine dernière. Mais plus au hack. Il nous dit j'ai mal tiré et revenu ce soir malgré sa tête. Ouais, ça. Faudrait le retour de penalty de Jamal, hein, parce que lui me manque. Ouais, c'est vrai. Et transformation de Bonnet, mais... Ouais. Mais ça, on peut pas, justement, pour qu'il y ait penalty pour Jamal, faut qu'il y ait Bonnet sur le terrain pour le transformer, et ça, on l'a c'est pas. vrai. Non. Exactement. Cornet, il va mettre une praline.
Allez, je termine avec donc à vrai dire, Guillaume Laine, ça se bat du fighting spirit comme on aime, de la réussite, de temps en temps même du jeu à une touche. Bref, c'est pas du tiki-taka, mais perso j'apprécie. Camoulox 1967, l'aventure continue, comme quoi pas toujours besoin de sortir les billets pour faire quelque chose. En tout cas, moi ça me va. Et enfin, je terminerai avec LGS Hack. Si on avait joué comme aujourd'hui à Bastia et Nancy, en étant moins frileux, on serait très bien classé. Défense au top avec un bon Fofana. Dommage que Thierry gâche 2 occasions pour le goal average. Comme je disais, j'ai l'impression que quand ils affrontent des équipes qui n'aiment pas avoir la possession et qui n'aiment pas faire le jeu, c'est un peu plus compliqué pour nous à vrai. C'est pas scandaleux, quoi. Je veux dire, les mecs en face ont aussi le droit d'avoir des sursauts d'orgueil et d'essayer de nous emmerder aussi. Hein. C'est pas interdit de leur part de nous donner du fil à retordre et que oui, c'est sûr que par exemple pour le match de Nancy que j'ai vu. Ouais, ça aurait été chiant de perdre face à une équipe où c'était beaucoup trop brouillon et où il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de donner la solution. Mais à côté de ça, au final, j'ai en tête une possibilité à la dernière minute, quand Nancy est à 10, ils mettent des vagues et à un moment, nous, on a peut-être la possibilité de mettre le contre final à 11 contre 10 et de les planter. Et là, on réussit pas. C'est juste que on n'a pas assez de marge. Polo le dit. On n'a pas beaucoup de marge. Et ben, quand tu peux tuer, il faut tuer. Et ben, si tu tues pas, tu prends un point au lieu de 3. Et tant que c'est notre part du travail de faire le dos rond et de pas prendre de but pendant cette période-là dans le match, c'est parfait. Et on reste solide comme ça et c'est parfait. C'est ça qu'il faut tenir aussi. Hein. Et juste pour info, Flo, quand tu disais qu'ensuite en défense, la défense tenait, qu'est-ce qui se passait s'il y avait un blessé? Il y a quand même Sanganté en réserve de la République. Hein. Ouais, donc là, Touré aussi, ça qui peut jouer dans l'axe. Touré qui peut jouer dans l'axe et qui peut faire le boulot à gauche. Ça va. C'est vrai parce qu'ils étaient là au début de saison. Il faut se rappeler que le début de saison, il n'y avait pas de Bayembo et que Jibo était sur un côté. Et que Sanganté, c'est... Oui, ils ont fait la moitié du taf hein, sur les clean sheets. Là, ils ont fait la moitié du taf, hein, les jeunes. Haruna, il est indiscutable quand il joue. Hein, donc c'est pour ça que ça oblige aussi les titulaires qui sont revenus à être impeccables parce que derrière, ils savent qu'ils se font sortir de l'équipe s'ils sont pas bons. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.